Un podcast ici. On dirait que l'homme perd complètement la notion de prévoyance lorsqu'il se trouve devant la richesse. Il n'y a aucun produit de la nature qui puisse survivre aux entreprises irréfléchies de l'industrie humaine. Ces mots que vous venez d'entendre, ce sont ceux d'un homme à la fois marin, scientifique, explorateur et visionnaire. Visionnaire parce que ce discours est prononcé en 1921, il y a plus d'un siècle. Mais le plus incroyable, c'est l'identité de l'orateur, car ce personnage n'est pas un marin ordinaire, c'est un prince, un vrai, le prince Albert Ier de Monaco. Je m'appelle Laurent Vareille, je suis journaliste à Ici Azur et je vais vous raconter comment à la fin du 19e siècle, un homme, né prince de Monaco, est devenu non seulement l'un des pionniers de l'océanographie, mais aussi en quelque sorte un lanceur d'alerte moderne. Albert Ier de Monaco n'a eu de cesse de faire progresser les sciences et la connaissance, de protéger les espèces sous-marines et d'éveiller les consciences en dénonçant la surexploitation de ces milieux par les hommes. Histoire salée, le podcast ici qui raconte la mer. Albert Ier de Monaco, prince, explorateur et lanceur d'alerte. Monaco part une belle journée ensoleillée de 1858. L'eau scintille. Un bateau de pêche sort du port de Monaco, une de ces petites voiles méditerranéennes qui peuplent le rivage monégasque. À son bord, un jeune homme. Ça ne se voit pas, mais ce matelot n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Albert et il est né prince. Il est tout juste adolescent et ce matin, il a embarqué avec une équipe de pêcheurs du coin pour pister des bancs de sardines. Et depuis le début de l'été, chaque matin, Albert embarque avec des sardiniers ou des pêcheurs d'anchois, direction le large. C'est comme ça que le futur prince Albert Ier de Monaco fait connaissance avec le monde de la mer. Et pour cet amoureux de la nature qui passe une partie de sa vie dans le château de sa mère en Belgique, coincé entre précepteur et majordome, l'horizon immense de cette Méditerranée et le travail d'équipe avec ses pêcheurs sur ses bateaux est une révélation. Et tellement qu'à ses 17 ans, il se choisit un métier et peu importe les codes de son rang, Albert sera marin. Il rentre dans la marine espagnole pour découvrir et apprendre ce métier de marin. Et là, ce sont ses premiers voyages vraiment sur des bateaux. Cyril Gomez, directeur adjoint du musée océanographique de Monaco. Il fait ses gammes et je crois qu'il découvre le monde. Alors, il est très jeune à cette époque-là. Il a vraiment plusieurs voyages. C'est ainsi qu'à Puerto Rico, mon acolyte et moi, nous avons dû, un jour, pour échapper à des autochtones contrariés, nous tapir dans l'eau d'une lagune avec la tête cachée sous de larges feuilles et passer ainsi plusieurs heures. Nous étions forcés de plonger à chaque instant pour nous défaire sans bruit des moustiques attirés par le fumet de nos crânes et mis en goguette par le calme de l'atmosphère. J'ai vraiment l'impression de lire une aventure de Corto Maltese dans un univers chatoyant, très vivant, où j'ai l'impression qu'il fait un peu des bêtises. On est, je pense, dans une situation assez critique. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait tous les deux, mais visiblement, ce voyage l'a beaucoup marqué et je pense lui a donné le goût de la découverte. En 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse, et Albert est rattrapé par ses obligations de prince. Son devoir de futur monarque lui dicte de prendre part au conflit. Il n'hésite pas. C'est dans la marine française, et en tant qu'officier, qu'il choisit de s'engager. La vie collective à bord, se battre pour une cause, et sa passion pour la navigation, tout lui parle. Et cette expérience confirme en lui, une fois de plus, que la mer et l'océan sont ses terrains de jeu pour toute la vie. Alors à la démobilisation, galvanisé par un monde scientifique présenté par son ami d'enfance, le médecin Paul Régnard, Albert Ier se lance et s'achète un bateau. Il cherche le bateau idéal pour ses débuts, donc il se promène en Angleterre. Il finit par trouver ce navire qui correspond à la fois à sa vision de ce que devrait être un bateau. C'est une goélette, c'est à la fois un peu luxueux, il n'est pas trop gros, il se sent de le prendre en main. Mais en tout cas, lui, il décide de se l'approprier, d'en faire son bateau, et pour ça, il fait deux choses. Premièrement, il repeint la coque en blanc, et deuxièmement, il le rebaptise et il l'appelle l'Hirondelle.
Et puis, il faut qu'il se trouve un équipage, et le prince Albert Ier a toujours apprécié d'avoir des équipages de marins bretons. Et avec ce bateau, il l'amène en principauté. Pendant 10 ans, il va naviguer en Méditerranée, faire des croisières d'agrément. Et en fait, c'est là qu'il va vraiment apprendre, et c'est très important pour la suite, à être capitaine, de gérer un équipage, de faire face aux éléments. Bref, d'être un marin vraiment confirmé, qui après lui donnera la liberté quand il aura mûri et qu'il il fera le lien entre son envie de science et son envie de naviguer. Cette association entre science et navigation lui saute au visage à l'occasion d'une exposition au Musée d'histoire naturelle de Paris présentant les travaux de 2 récentes expéditions. Savants, érudits européens et parisiens, chacun se presse à cet événement dont forcément tout le monde parle. En fait, sont exposés au Muséum d'histoire naturelle des spécimens qui ont été récoltés lors de ces expéditions et le matériel utilisé. En regardant ça, le prince Albert Ier, il comprend une chose, que quand il y a une expédition scientifique, il y a les scientifiques qui poursuivent leurs objectifs. Et puis vous avez un équipage qui, lui, a ses contraintes. Et ce sont 2 mondes qui ont un petit peu du mal à discuter. Et le prince Albert Ier, il comprend que lui, avec sa position, il est capable de penser une expédition scientifique et d'être le capitaine, et donc d'être celui qui va décider en intégrant à la fois les contraintes de la navigation, parce que c'est un marin, et aussi les contraintes scientifiques. Et ça, personne ne le faisait avant lui. Avec l'Hirondelle, le prince se lance dans de multiples expéditions. Mais le bateau, qui a été bricolé, adapté, transformé en véritable laboratoire pour que les scientifiques embarqués dans l'aventure puissent travailler, ne suffit bientôt plus. Albert Ier achète alors une autre goélette, puis une autre encore. Le prince les baptise successivement Princesse Alice et Princesse Alice II, du nom de son épouse. Ces nouveaux voiliers à 2 mâts sont toujours plus rapides, plus performants et plus adaptés aux expéditions qu'il imagine. Et justement, Albert travaille à un projet ambitieux. Nous sommes à bord du Princesse Alice II, le tout dernier bateau acquis par le prince Albert Ier. Un beau jour d'août 1901. Direction l'Atlantique Nord, quelque part entre Cap-Vert et l'Équateur. Avec son bras droit, le docteur Jules Richard, le prince Albert Ier a décidé quelques mois plus tôt de monter une expédition d'exploration des fonds marins pour étudier la faune et la flore et contribuer aux avancées scientifiques du moment. L'équipe est composée d'une dizaine de scientifiques embarqués pour une campagne de plusieurs semaines. Cette journée d'été a bien démarré. Comme tous les jours, l'équipage s'affaire. Les uns en procédant à des relevés, des expériences diverses, les autres en s'assurant que la navigation se passe sans encombre. Et à la mi-journée, l'équipe décide de descendre un filet de pêche très très bas, en grande profondeur. Il y a un record, il va récupérer un poisson à plus de 6000 mètres. Et 6 km sous la surface, c'est quand même pas mal avec les moyens de l'époque de savoir le dire. Et surtout, ce ne sont pas des petits animaux, ce ne sont pas des crustacés ou des toutes petites choses, ou du plancton. On est vraiment sur des animaux qu'on va pêcher à plusieurs milliers de mètres sous la profondeur. Et son but, finalement, n'était pas tant de se revendiquer avec un ego sur j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, mais vraiment plutôt comme quelqu'un qui contribuait à faire avancer les choses et la compréhension du monde. N'oublions pas que son moteur, je pense, c'était la curiosité. Il n'a eu de cesse de comprendre et de faire comprendre ce qu'était l'océan, qui, à l'époque, était vraiment très, très mal connu. Le prince donne le nom de sa famille, Grimaldi, à ce poisson de grande profondeur, le Grimuldictis profondissimus. Et ce n'est pas le seul progrès que cette expédition met en lumière. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On découvre un petit peu avec Pasteur le principe de la vaccination. Et lors de cette expédition, on va découvrir l'anaphylaxie. Pour le dire très simplement, l'anaphylaxie, c'est le contraire de la vaccination. C'est-à-dire que certains produits, quand on va les injecter à faible dose, on va avoir une réaction. Bon, très bien. On va s'en remettre. Et après, si on reçoit une deuxième injection, même beaucoup plus faible, on va avoir une réaction totalement disproportionnée, allergique en fait, qui peut d'ailleurs entraîner la mort. Et c'est ce qui s'est passé avec un des chiens sur lesquels qui avait été piqué par une physalie. Donc c'est un peu comme une méduse, mais c'est pas une méduse, dont le venin génère une réaction anaphylactique. 12 ans plus tard, Charles Richet obtiendra le prix Nobel de médecine pour cette découverte.
Les épreuves, comme les jouissances ressenties dans ces régions du Grand Nord, rendent meilleur un homme cultivé lorsqu'il y découvre tout ce qu'elles ont de précieux. Vous êtes certain de garder votre vie durant quelque chose des sensations élevées qui nous ont si profondément émus. Juillet 1906, Albert Ier décide de monter une nouvelle expédition. Cette fois, il met le cap sur le Spitzberg, avec une mission d'un nouveau genre pour lui, cartographier cette partie de l'Arctique. Car en ce début du XXe siècle, les cartes de cette région du globe sont très approximatives. Les conditions extrêmes rendent les explorations périlleuses, les outils et les témoignages sont imprécis, et puis explorer le Grand Nord, c'est une entreprise coûteuse. Albert Ier construit alors son projet en plusieurs campagnes, 4 en tout. Mais cette dernière, il le sait, est la bonne. Il a des dizaines d'années de navigation. Il est un navigateur chevronné, mais le prince a appris aussi. Il sait que dans cette région du Spitzberg, il faut s'attendre à tout et que le danger est à chaque coin d'iceberg. Il est bien conscient que la navigation, il ne faut pas qu'il se fasse piéger. Qu'il a un bateau qui a une coque en acier, qu'il ne veut pas se laisser prendre par de la glace. Donc il fait vraiment attention. Mais en même temps, avec toute son équipe, je crois qu'il découvre un univers qui le fascine. Il découvre les icebergs, il découvre qu'il y a des failles dans la banquise dans laquelle il a très très envie de s'engager, mais il n'y va pas parce qu'il a peur de se faire piéger. C'est dangereux. Il y a des animaux, il y a des ours. Bon, ça va, ils sont bons chasseurs généralement. Il y a vraiment le risque de froid. Il faut surtout pas s'échouer. Il s'est échoué une fois, mais ils ont dû. Il se trouve que lui et l'équipage ont géré. Ils ont vidé le bateau, transbordé le chargement pour alléger, attendu que la marée monte et réussi à repartir. Mais ils avaient des situations de crise à gérer, évidemment, dans le Nord. Les éléments ne sont ni cléments ni prévisibles. Il faut faire avec les flots glacés projetés sur le pont, avec le froid qui mord les visages, avec la neige et le brouillard. Chaque décision est cruciale. Avancer, reculer, contourner ce labyrinthe de blocs mouvants. L'expérience parle, mais l'Arctique reste imprévisible. L'Arctique n'offre rien sans combat. Malgré ces conditions rudes, portées par la mission qu'ils se sont fixées, Albert Ier et son équipe ne forment qu'un. Ils réalisent plusieurs cartes détaillées du Spitzberg, là où les paysages de glace forment des murs imposants qui plongent dans les eaux froides de l'océan Arctique. Il y a ce glacier, surtout, que le prince considère plusieurs jours depuis le pont ou derrière son hublot. Massif, majestueux, le glacier n'a pas de nom. Alors pour laisser une trace du passage dans la région de ce prince savant, l'équipe s'accorde à ce baptême polaire. Ce sera le glacier de Monaco. Signe de l'essor du tourisme à l'aube du XXe siècle, qui déploie les loisirs comme un art de vivre, un matin, l'équipage rencontre les tout premiers croisiéristes venus faire du tourisme sur ces terres du Svalbard. Dans son journal de bord, le capitaine Albert Ier, qui les observe, s'insurge de l'inconscience et du manque d'esprit responsable de ceux qu'il qualifie alors de sots et d'ignorants. Il voit leur quête de divertissement comme un envahissement abusif de ces terres encore préservées. Le prince Albert Ier veut partager ses connaissances pour sensibiliser le public sur l'impact de l'activité de l'homme sur et dans les mers et les océans. Il crée alors le musée océanographique de Monaco et un institut à Paris. Le 25 avril 1921, le prince de Monaco se rend aux États-Unis, à Washington. À l'occasion d'une visite à l'Académie des sciences de la ville, devant un parterre d'hommes politiques et de scientifiques, il prononce un discours historique. Il y aborde les recherches scientifiques de son temps, mais surtout, le prince s'engage dans une voie inédite pour l'époque en abordant une question jamais posée. Il parle du chalutage en eau profonde. Il parle de la nécessité de créer, il appelle de ses voeux, des conventions internationales avec des moyens pour imposer le respect de ces réglementations, pour protéger ce qui peut l'être. Ce sont des sujets qui sont toujours d'actualité. Il préconise, sans employer le mot, la création de sanctuaires marins pour que les poissons puissent se reproduire dans des zones préservées. Bref, il a vu finalement le début de l'industrialisation de la pêche avec les bateaux à moteur et il a senti la dérive que cela générait.
Le problème est posé sur la table internationale. Pour Albert Ier, il n'y a aucun produit de la nature qui puisse survivre aux entreprises irréfléchies de l'industrie humaine. Ce discours est visionnaire. Il endosse même le costume du premier lanceur d'alerte moderne. Il a toujours eu à cœur de ne pas être un prince fortuné qui s'amuse autour de ça. Claire Nouvian, militante, fondatrice et directrice générale de l'association écologiste Bloom, qui lutte contre la surpêche et la protection des océans. Il a toujours eu à cœur d'être très impliqué dans la programmation scientifique de ses explorations. On peut aussi dire qu'il était visionnaire sur l'ensemble du rôle de la science et qu'une fois qu'on est éclairé, comme il le pensait, c'est vraiment ancré, c'est vraiment très puissant en fait cette prise de conscience. Et elle a une expression qui en plus est très poétique et vraiment empreinte de nostalgie. Et c'est le seul qui a compris qu'il y avait dans cette nature qu'il observe, il y avait déjà en fait les prémices d'un deuil qu'on était en train de faire et qu'on allait devoir faire. Il y a une forme de prescience très intuitive de ce qui va se passer. Toute sa vie, le prince Albert Ier de Monaco aura cherché à engager et à employer son statut et sa condition de monarque dans la défense du milieu dont il estimait, plus que tout autre, qu'il était vraiment le sien, la mer et les océans. Si nos connaissances actuelles du monde sous-marin doivent beaucoup à ces campagnes, ce que l'on sait des espaces océaniques et marins reste encore très limité. Les océanographes d'aujourd'hui estiment d'ailleurs que plus de 80% des océans restent à découvrir et sont insuffisamment cartographiés. Vous venez d'écouter Histoire salée, un podcast ici imaginé par Laurent Vareille à Ici Azur, mixage Jean-François Salé, production Bénédicte Bourdial, studio de création ici, remerciements Cyril Gomez, Claire Nouvian, Johanna Lopez et Hervé Carrasco. Pour écouter d'autres récits, il vous suffit de vous abonner à Histoire salée. On est disponible notamment sur l'appli Ici et la plateforme Radio France. À très bientôt.